Le vent transportait plus de poussière que d'espoir à travers les plaines craquelées de l'ouest du Texas. C'était l'été 1882, et la terre n'avait pas vu la pluie depuis 3 mois. Le soleil brillait sans pitié dans le ciel, brûlant la terre jusqu'à ce qu'elle se fendît comme du vieux cuir, créant des motifs en forme de toile d'araignée qui s'étendaient à perte de vue. Des herbes folles roulaient devant des fermes abandonnées, leurs formes squelettiques témoignant des rêves qui s'étaient flétris et éteints sous la dure réalité de la vie dans les régions pionnières. Margaret Sullivan se tenait sous le porche de sa cabane battue par les intempéries, une main protégeant ses yeux de l'éblouissement, l'autre agrippant la poignée d'un seau jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. À 26 ans, elle paraissait plus âgée, son visage sculpté par le chagrin et les épreuves en quelque chose de beau mais de sévère, comme une statue battue par les tempêtes. Ses cheveux noirs, autrefois sa fierté, étaient désormais tirés en arrière en un chignon pratique, strié d'argent aux tempes. La robe noire qu'elle portait avait pâli jusqu'à devenir grise à force d'être lavée, mais elle refusait de s'en séparer. C'était le dernier vestige de son deuil. Bien que son mari Thomas fût mort depuis près de 8 mois, l'accident avait été rapide et impitoyable. Thomas abattait des arbres dans le canyon lorsque la corde s'était rompue. On disait qu'il n'avait pas souffert, mais Margaret savait que c'était juste quelque chose que les gens disaient aux veuves. Elle avait vu son corps écrasé sous des tonnes de bois, et cette image la hantait encore. En un instant, elle était passée du statut d'épouse à celui de veuve, de protégée à protectrice, avec 40 acres de terre difficiles à cultiver et un fils de 4 ans à nourrir. Maman, les poulets se comportent bizarrement, encore, s'écria le jeune Samuel depuis la coupe, d'une voix aiguë et inquiète. Il avait les cheveux blonds de son père, mais les yeux gris et sérieux de sa mère. Des yeux qui avaient vu trop de choses pour un enfant de son âge. Ils ont juste soif. Mon petit chéri, répondit Margaret, même si elle savait que c'était plus que cela. Le puits était presque à sec et elle allait devoir redescendre bientôt pour vérifier. Chaque descente dans ce trou sombre lui donnait l'impression de tenter le destin. Un faux pas, une planche pourrie, et Samuel serait orphelin. Elle se dirigea vers le puits, ses bottes crissant sur la terre desséchée. La corde lui brûlait les paumes tandis qu'elle descendait le seau, comptant les secondes jusqu'à ce qu'elle entende le faible bruit de l'eau. Trop de secondes. Le niveau de la nappe phréatique baissait, comme l'avait prédit le vieux Henrik Johansson. Sans eau, le bétail mourrait. Sans bétail, elle n'aurait rien à vendre à l'automne. Sans argent, repoussa-t-elle cette pensée, elle remonta le seau à peine à moitié rempli d'air trouble. Les 20 têtes de Longhorn qu'elle gardait avaient déjà les côtes visibles à travers leur peau. Elles se tenaient apathiques à l'ombre, leur esprit habituellement rebelle terrassé par la chaleur. Elle avait déjà perdu 3 veaux cette saison, leur petit corps emporté par cette terre impitoyable. Chaque perte était un clou dans le cercueil de son indépendance. Madame Sullivan, la voix la fit sursauter. Elijah Morse, le représentant de la banque, se tenait à sa porte. Ses vêtements de ville étaient froissés par la chaleur. C'était un homme mince, doté de la patience prédatrice d'un vautour, qui apparaissait toujours lorsque les gens étaient au plus mal. Monsieur Morse, dit-elle sans bouger pour l'inviter à s'approcher. Qu'est-ce qui vous amène par cette chaleur? Je m'inquiète pour votre bien-être, madame, répondit-il en retirant son chapeau dans un geste qui aurait pu sembler courtois sans le regard calculateur qu'il lui lançait. La banque a examiné les comptes, et avec le décès de votre mari, la mort de mon mari ne change en rien ma capacité à travailler cette terre, dit Margaret d'une voix ferme, malgré la peur qui lui nouait l'estomac. Bien sûr que non, acquiesça Morse un peu trop rapidement. Mais une femme seule avec un jeune enfant. Peut-être envisageriez-vous de vendre. Je pourrais vous obtenir un prix équitable, suffisant pour vous installer confortablement en ville. Peut-être ouvrir une petite boutique. C'est l'héritage de mon fils, dit-elle fermement. Je ne vendrai pas. Le sourire de Morse se crispa. Le prochain paiement est dû dans 2 mois. Madame Sullivan, j'espère vraiment que vous l'aurez. Il remit son chapeau et se retourna pour partir. Puis il s'arrêta. Oh, j'ai entendu dire que vous aviez eu des problèmes hier au magasin de Grayson. Quelque chose à propos de votre crédit. Margaret sentit ses joues s'empourprer. Elle avait en effet été refoulée lorsqu'elle avait essayé d'acheter du fourrage. On lui avait dit que son compte était en souffrance. L'humiliation d'être repartie les mains vides sous les regards et les chuchotements des autres clients la piquait encore.
Bonne journée, Monsieur Morse, dit-elle froidement. Après son départ, Margaret s'autorisa un moment de faiblesse. Appuyée contre le bord du puits, elle constata que les ragots en ville empiraient. Une veuve qui essayait de diriger un ranch était déjà assez inhabituelle, mais une veuve qui portait des pantalons d'homme pour travailler avec le bétail et refusait la protection d'un nouveau mariage était carrément scandaleuse. Dimanche dernier, Madame Henderson avait pris soin de changer de banc lorsque Margaret s'était assise à l'église, comme si le veuvage était contagieux. Le soleil commençait à descendre vers l'horizon, peignant le ciel de nuances ambrées et cramoisies. Lorsqu'elle a aperçu le cavalier, il apparaissait comme une tache sombre, se déplaçant lentement dans le ciel rougeoyant. Le cheval et l'homme étaient clairement épuisés. La main de Margaret se posa instinctivement sur le fusil appuyé contre la balustrade du porche. Les étrangers étaient rarement de bon augure, surtout pour une femme seule. À mesure qu'ils s'approchaient, elle pouvait distinguer davantage de détails. Le cheval était un bec glaneur, le pelage poussiéreux et parsemé de mousse, favorisant légèrement sa patte avant gauche. Le cavalier se tenait droit malgré sa fatigue évidente, les épaules larges penchées vers l'avant, le chapeau rabattu sur les yeux. Ses vêtements le désignaient comme un homme de travail, avec ses jambières en cuir usé, sa chemise bleue délavée, son bandana qui avait autrefois été rouge. C'était un cow-boy, mais pas l'un des ouvriers agricoles locaux qu'elle connaissait. Il s'arrêta à une distance respectueuse de la maison, repoussant son chapeau pour révéler un visage qui aurait pu être beau sous la couche de poussière accumulée pendant le trajet. Des cheveux foncés tombaient sur son front, et ses yeux étaient de la couleur du ciel d'hiver, d'un bleu pâle presque gris. Ses yeux reflétaient une fatigue qui allait au-delà de l'épuisement physique, le genre de fatigue profonde qui venait d'avoir parcouru trop de kilomètres et d'avoir accumulé trop de souvenirs. Bonsoir, madame, dit-il d'une voix rauque à cause de la poussière et du manque d'usage. Je m'appelle Jake Ryland. Je suis désolé de vous déranger, mais mon cheval a perdu un fer à environ 8 kilomètres d'ici. Je me demandais si je pouvais vous demander de m'emprunter vos outils pour le réparer. Je peux vous payer pour le dérangement. Margaret l'observa attentivement. Son ceinturon était usé mais bien entretenu. La marque d'un homme qui prenait sa protection au sérieux, mais qui ne cherchait pas les ennuis. Ses mains reposaient tranquillement sur la corne de la selle, cailleuse mais propre. Il y avait quelque chose dans son attitude, un respect tranquille malgré son apparence rude, qui apaisa immédiatement ses soupçons. Il y a une forge dans la grange, dit-elle finalement, même si elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. Elle s'interrompit, ne voulant pas mentionner Thomas à cet étranger. Je suis doué avec les chevaux, dit Jake. Je peux m'en occuper si vous avez les outils, et si vous avez du travail à faire, je serai heureux d'échanger ma force de travail contre un repas. Je vis depuis trop longtemps de viande séchée et de souvenirs. Samuel s'était glissé sous le porche et observait l'étranger en se cachant derrière la jupe de sa mère. Jake le remarqua et toucha le bord de son chapeau en guise de salut, ce qui fit reculer le garçon, timide. « Vous avez là un beau garçon, » observa Jake. « Il a à peu près l'âge de mon neveu, dans le Missouri. » La mention de sa famille dans l'Est apaisa un peu plus la lassitude de Margaret. Les hors-la-loi et les vagabonds parlaient rarement de leurs proches. « La forge est dans la grange, » répéta-t-elle. « Il y a une pompe à côté pour l'eau. Le dîner sera servi au coucher du soleil. Rien d'extraordinaire, juste des haricots et du pain de maïs. » Madame, après 3 semaines de route, des haricots et du pain de maïs, ça ressemble à un festin digne des rois. Il descendit prudemment de cheval, en favorisant son côté gauche d'une manière qui suggérait une vieille blessure plutôt qu'une blessure récente. Alors qu'il conduisait son cheval vers la grange, Margaret remarqua la façon prudente dont il se déplaçait, alerte, mais pas agressif, comme un homme qui avait appris à détecter le danger dans les petits signes. « Maman, » murmura Samuel en tirant sur sa jupe. « Il reste? Juste pour le dîner, » répondit Margaret d'un ton ferme, même si elle sentait une étrange tension dans sa poitrine en regardant l'inconnu disparaître dans l'ombre de la grange. Le coucher de soleil peignait tout de nuances dorées et rouges, et pendant un instant, elle se permit d'imaginer ce que ce serait d'avoir à nouveau de l'aide, de ne plus devoir affronter seule tous les défis. Mais c'était une pensée dangereuse pour une veuve. Elle avait appris que l'espoir était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, pas quand la survie lui prenait tout ce qu'elle avait. Demain, l'inconnu repartirait et elle devrait affronter une nouvelle journée
où elle devrait tenir tête à la banque, à la sécheresse et au désert, avec rien d'autre que ses deux mains et sa volonté obstinée. Pourtant, alors qu'elle se dirigeait vers l'intérieur pour commencer à préparer le dîner, elle se surprit à ajouter une tasse supplémentaire de haricots dans la marmite et à vérifier qu'il y avait assez de pain de maïs pour un voyageur affamé. C'était juste de la charité chrétienne, se dit-elle. Rien de plus. Le soleil matinal se glissa à travers la fenêtre de la cabane, projetant de longues ombres sur le sol en terre battue. Margaret était réveillée depuis avant l'aube, comme à son habitude. Mais ce matin-là était différent. Le fait de savoir qu'un étranger dormait dans sa grange ajoutait une touche de vigilance à sa routine habituelle. Elle avait proposé à Jake Ryland de passer la nuit dans la grange, après qu'il eût non seulement réparé le fer de son cheval, mais aussi réparé une barrière cassée et bouché un trou dans le poulailler, tout cela avant le dîner. Par la fenêtre, elle le regarda sortir de la grange et s'étirer dans la lumière du petit matin. Il se dirigea vers la pompe et se lava le visage, l'eau coulant sur sa mâchoire et son cou. Quand il regarda vers la maison, elle recula rapidement, les joues en feu à l'idée d'avoir été surprise en train de l'observer. L'homme est-il toujours là? Maman? Demanda Samuel depuis son petit lit dans le coin. Monsieur Ryland? Corrigea-t-elle automatiquement. Et oui, il est toujours là. Peut-il rester? Il a réparé mon cheval en bois. Samuel brandit le jouet qui était cassé depuis des semaines. Il était à nouveau intact. Margaret eut la gorge serrée. Thomas avait sculpté ce cheval pour le 3e anniversaire de Samuel. Elle avait essayé de le réparer elle-même, mais elle n'avait pas le talent nécessaire. On verra, dit-elle, ce qu'elle disait toujours lorsqu'elle ne voulait pas décevoir son fils, en lui répondant directement par la négative. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Elle ouvrit et trouva Jake debout, respectueusement en retrait du seuil, son chapeau à la main. Bonjour, Madame Sullivan. Je voulais vous remercier pour votre hospitalité et régler ce que je vous dois avant de partir. Vous avez réparé la barrière et la coupe, dit Margaret. Nous sommes quittes. Il l'observa un instant, ses yeux pâles voyant plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Ce toit a besoin d'être réparé avant les tempêtes hivernales, tout comme la clôture du corral. Et à moins que je ne me trompe, ce moulin à vent ne tourne plus correctement depuis des mois. Tout cela était vrai, et elle avait repoussé toutes ses tâches, espérant trouver le temps et la force de s'en occuper elle-même. Cela ne vous regarde pas, Monsieur Ryland. Cela pourrait pourtant. Il changea de position, choisissant ses mots avec soin. Je ne suis pas particulièrement pressé d'aller quelque part. Si vous avez besoin d'un coup de main pendant quelques jours, je travaille en échange de nourriture et d'un endroit où dormir. Cette grange est plus confortable que la plupart des endroits où j'ai dormi ces derniers temps. Margaret savait qu'elle aurait déjà dû refuser. Les rideaux avaient probablement bougé en ville lorsqu'il avait écrit hier, mais la liste des réparations s'allongeait chaque jour, et sa fierté ne nourrirait pas Samuel quand l'hiver arriverait. « Je ne peux pas vous payer, dit-elle d'un ton sec. Il n'en demanda pas. Il remit son chapeau sur sa tête. « Je commencerai par le toit, si cela vous convient. » C'est ainsi qu'a commencé un arrangement qui, selon Margaret, ne devait durer que quelques jours. Mais ces quelques jours se sont transformés en une semaine. Puis 2. Jake Ryland s'est révélé être tout ce qu'il avait promis. Un travailleur acharné qui connaissait son métier et gardait une distance respectueuse. Il prenait ses repas avec eux, mais s'excusait rapidement après. De retour à la grange, il parlait quand on lui adressait la parole, mais ne cherchait pas à s'immiscer dans la conversation. C'est Samuel qui a été le premier à briser la réserve de Jake. Le garçon avait pris l'habitude de le suivre comme son ombre, le bombardant de questions auxquelles Jake répondait avec une patience surprenante. « Tu as fait la guerre ?» demanda Samuel un soir, alors qu'ils étaient assis sous le porche après le dîner. La question fit raidir Margaret, mais Jake se contenta d'acquiescer lentement. « Je n'étais moi-même qu'un garçon, à peine plus âgé que ta maman à l'époque, je suppose. As-tu tué quelqu'un? » « Samuel, gronda Margaret. Mais Jake leva la main. C'est une question légitime de la part d'un garçon. « Oui, mon fils, je l'ai fait et je n'en suis pas fier. La guerre pousse les hommes à faire des choses qu'ils passent le reste de leur vie à essayer d'oublier. » Margaret vit l'ombre passer sur son visage et comprit un peu mieux ce qui avait creusé cette profonde lassitude dans ses yeux. Elle n'avait que 16 ans lorsque la guerre a pris fin. Elle avait vu les hommes rentrer chez eux, changer, s'ils rentraient chez eux. Le lendemain matin, 3 cavaliers venus de la ville ont apporté des ennuis. Margaret les a immédiatement reconnus. Bob Hutchkins
qui tenait le saloon, Carl Meyer, du magasin général, et le pasteur Williams. Elle a lissé son tablier et est sortie sur le porche, le menton levé. « Messieurs, a-t-elle dit froidement, qu'est-ce qui vous amène ici? » Hutchkins, un homme corpulent au visage rouge, encore plus rouge à cause de l'alcool, prit la parole le premier. « J'ai entendu dire que vous aviez engagé quelqu'un, veuve Sullivan. J'ai besoin d'aide pour les réparations. »« Oui, il vit dans votre grange, mange à votre table, » ajouta Meyer, le visage émacié crispé par la désapprobation. « Les gens parlent. Les gens parlent toujours. » Margaret répondit, « Je n'ai encore jamais vu cela apporter la pluie ou réparer les clôtures. » Le pasteur Williams s'avança, essayant d'afficher une expression bienveillante, mais ne parvenant qu'à paraître condescendant. « Madame Sullivan, nous nous inquiétons pour votre réputation. Une jeune veuve, un homme étrange. Vous comprenez sûrement ce que cela peut donner. »« Ce que je vois, » dit Margaret d'une voix aussi tranchante que le vent hivernal, « c'est qu'aucun d'entre vous ne m'a proposé son aide lorsque mon toit a fui ou que ma clôture s'est effondrée. Monsieur Ryland travaille en échange de repas et d'un endroit où dormir dans la grange, rien de plus. »« Écoutez, » commença Hutchkins, mais il s'interrompit lorsque Jake apparut au coin de la maison. Un marteau à la main, il avait clairement entendu la conversation. « Messieurs, » dit Jake d'un ton doux, mais quelque chose dans son attitude rendit les trois hommes mal à l'aise. « Belle matinée, n'est-ce que pas? J'étais sur le point de réparer le trou dans le toit de Madame Sullivan. À moins que vous ne soyez là pour m'aider, je ferais mieux de m'y mettre. » Il y eut un moment de silence tendu. Jake se tenait détendu mais prêt, et Margaret réalisa avec surprise que malgré son attitude décontractée, cet homme avait affronté pire que 3 commères de la ville. « Nous ne pensons qu'à votre bien, » dit le pasteur Williams, mais il reculait déjà vers son cheval. « J'en suis sûr, » répondit Jake, « et je suis sûr que Madame Sullivan apprécie que ses voisins se soucient autant de son bien-être. Bonne journée à vous. » Après leur départ, Margaret s'aperçut que ses mains tremblaient. « Ils vont causer des problèmes, » dit-elle. « Peut-être, » acquiesça Jake, « mais j'ai constaté que les hommes qui se déplacent en groupe pour intimider les femmes reculent généralement lorsqu'on leur tient tête. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Si ma présence ici te cause du chagrin, je partirai. » Non. Le mot sortit plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Il reste encore du travail à faire. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis près du feu après que Samuel se fut couché, Jake lui raconta un peu son histoire. Il avait autrefois un ranch au Kansas et une femme nommée Emily, mais elle était morte de fièvre pendant qu'il était parti conduire un troupeau de bétail. Incapable de supporter ses souvenirs, il avait vendu le ranch. Depuis, il errait, dit-il en fixant les flammes. Cela faisait maintenant 5 ans. Je pensais que je cherchais quelque chose. Mais peut-être que je ne faisais que fuir. Parfois, fuir est la seule chose que nous pouvons faire, dit Margaret doucement. Quand Thomas est mort, j'ai voulu fuir, prendre Samuel et retourner dans l'Est chez ma sœur. Mais cette terre, c'est tout ce que Samuel a de son père. C'est une bonne terre, dit Jake. Elle vaut la peine qu'on se batte pour elle, même contre la sécheresse, les dettes et les ragots. Surtout dans ce cas-là, il la regarda droit dans les yeux. Tu es plus forte que tu ne le penses. Margaret Sullivan. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom, et quelque chose de électrique passa entre eux à cet instant. Margaret détourna le regard la première et se leva brusquement. « Il est tard, » dit-elle. Mais alors qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, elle se surprit à repenser à la façon dont il avait tenu tête à ses hommes, à la force tranquille de ses mains lorsqu'il travaillait, à la douceur avec laquelle il répondait aux questions incessantes de Samuel. Pour la première fois en 8 mois, elle ne rêva pas du corps brisé de Thomas. Au lieu de cela, elle rêva d'yeux bleus pâles et du bruit des coups de marteau sur le toit, régulier comme un battement de cœur, promettant que certaines choses pouvaient encore être réparées. Le lendemain matin, elle prépara des biscuits supplémentaires et ajouta une précieuse cuillerée de confiture dans l'assiette de Jake. C'était un petit geste, mais lorsqu'il sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux fatigués, elle sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, comme la terre après la première pluie. L'espoir, réalisa-t-elle avec un mélange d'émerveillement et de crainte. Elle recommençait à espérer. La sécheresse resserrait son emprise sur la terre comme un poing qui se referme lentement. À la 3e semaine de présence de Jake, l'herbe était passée du jaune au gris,
se désagrégeant en poussière sous les sabots du bétail de plus en plus désespéré. Il fallait 2 fois plus de perches pour puiser la moitié de l'eau, et Margaret avait commencé à rationner même leurs réserves d'eau potable. Nous allons tous les perdre si nous ne les déplaçons pas, dit Jake un soir en regardant le coucher de soleil peindre le paysage mourant de nuances de cuivre et de cendre. Le bétail se tenait apathique dans le paddock, les yeux ternes, les côtes saillantes sous la peau. Margaret se tenait à côté de lui, les bras croisés contre sa poitrine. Le point d'eau le plus proche est Clear Creek, à 20 kilomètres à travers Carson's Gulch. Avec le bétail dans cet état, cela représente 2 jours de route. Alors nous ferions mieux de partir demain, dit simplement Jake. Je peux m'en occuper si nous y allons ensemble, sinon je n'irai pas, l'interrompit Margaret. C'est mon bétail, c'est ma responsabilité. Jake l'observa longuement, puis acquiesça. Samuel, Madame Johansson va l'emmener. Elle me doit bien ça après que je l'ai aidé à mettre au monde ses jumeaux au printemps dernier. Ils passeront la soirée à réparer les outres à eau, à vérifier les selles et à emballer le peu de nourriture qu'ils pouvaient emporter. Samuel regardait avec des yeux grands ouverts et solennels, tandis que sa mère lui expliquait qu'elle serait absente pendant quelques jours. « Tu reviendras ?» demanda-t-il d'une petite voix qui trahissait une peur trop grande pour ses oreilles. Margaret s'agenouilla et le serra contre elle. « Je reviendrai toujours vers toi, mon petit garçon. Toujours. » Ils partirent avant l'aube, le bétail avançant à contre-cœur, ses beuglements habituels réduits à de faibles gémissements. Margaret montait sa robuste jument Bess, tandis que Jake menait le gilling de son défunt mari avec l'aisance d'un cavalier né. La première journée se déroula dans un nuage de poussière et de chaleur, ponctué de fréquentes haltes pour permettre aux animaux affaiblis de se reposer. Alors qu'ils installaient leur campement pour la nuit dans un petit canyon encaissé, Jake alluma un feu avec précaution, tandis que Margaret s'occupait des chevaux. Les étoiles apparurent une à une dans la vaste voûte céleste, et pendant un instant, la dure réalité de leur situation s'estompa dans la beauté éternelle du ciel nocturne. « Tu manies ce bétail comme si tu étais né pour ça », observa Jake en lui tendant une tasse de café amer. « Mon père élevait du bétail dans le Tennessee avant la guerre. Margaret disait que je savais lancer le lasso et monter à cheval avant même de savoir lire. » Elle fit une pause, puis ajouta doucement. « Thomas n'a jamais aimé ça chez moi. Il disait que ce n'était pas convenable pour une femme. » « Thomas était un imbécile, » dit Jake sans détour, puis il se reprit. « Pardonne-moi. Je ne devrais pas dire du mal. Il est mort, » dit Margaret en haussant des épaules, sans parvenir à dissimuler complètement sa vieille blessure. Et il était idiot sur certains points. C'était un homme bon à sa manière. Mais il voulait une femme qui se contenterait de cuisiner et de coudre. Elle désigna son pantalon usé et ses bottes poussiéreuses. Il a eu toute autre chose. Il a eu quelqu'un qui a pu sauver son héritage alors qu'il en était incapable. Jake la corrigea. Cela vaut plus que toutes les broderies du monde. Ils restèrent assis dans un silence confortable jusqu'à ce qu'un bruit les fasse tous deux figer leurs chevaux. Se déplaçant rapidement dans l'obscurité, au-delà de la lumière du feu, Jake se leva instantanément, la main se posant sur son arme. « Doucement, mon ami. » Une voix s'éleva. 3 cavaliers apparurent dans la lumière, et le cœur de Margaret se serra. Elle reconnut le chef, Bill Carver, qui élevait du bétail pour les grands ranchers et avait la réputation de prendre ce qu'il voulait. « eh bien, » dit Carver, son sourire dévoilant des dents tachées de tabac. « Jake Ryland. Ça fait longtemps depuis Dodge City. » La posture de Jake avait subtilement changé, devenant plus détendue, mais d'une certaine manière plus dangereuse. Carver chevauchait toujours avec des voyous. « Je vois, ce n'est pas très amical. » Les yeux de Carver se posèrent sur Margaret d'une manière qui lui donna la chair de poule. « C'est ta femme, Ryland? Elle est jolie pour être traînée dans le désert. » « La dame conduit son bétail à l'abreuvoir, » dit Jake d'un ton neutre. « Nous ne voulons pas d'ennui. »« Du bétail, dis-tu? » L'un des hommes de Carver, un jeune homme nerveux au regard méchant, rit. « Ces squelettes ambulants ne valent guère la peine, mais il y a peut-être d'autres choses qui valent la peine d'être prises. » Margaret se leva lentement, la main glissant vers le fusil sur sa selle. « Vous êtes sur mes terres, monsieur. »« Carver, je vous demande de partir. »« Vos terres, » se moqua Carver. « D'après ce que j'ai entendu dire, vous n'êtes qu'une veuve qui joue à être éleveuse. Vous avez peut-être besoin d'un vrai homme pour vous montrer comment faire.
Ce qui se passa ensuite fut si rapide que Margaret faillit le manquer. Jake bougea comme l'éclair. Il sortit son arme de son étui et tira d'un seul mouvement fluide. Le chapeau de Carver s'envola de sa tête. Un trou net était percé dans la calotte. Le prochain sera plus bas, dit Jake d'un ton conversationnel. La dame vous a demandé de partir. Pendant un instant, la violence flottait dans l'air comme de la fumée. Puis Carver se baissa lentement pour ramasser son chapeau, le visage sombre de rage. « Ce n'est pas fini, Queer Island, » il grogna. « Toi non plus, veuve. » Après leur départ, Margaret se rendit compte qu'elle tremblait. Jake rangea son arme dans son étui et lui toucha doucement de l'épaule. « Ça va? Tu le connaissais déjà. » Jake serra les mâchoires. « Nous avons eu un différend adage à propos d'une femme. Il m'embêtait. Je pensais ne plus jamais le revoir. Va-t-il revenir? Peut-être. Les hommes comme Carver sont des lâches dans l'âme, mais nous ferions mieux de monter la garde cette nuit. » Ils se relayèrent pour monter la garde, mais la nuit se passa sans incident. À l'aube, ils remirent le bétail en route, conscients tous deux qu'ils luttaient désormais contre plus que la sécheresse. Il était midi lorsqu'ils aperçurent enfin la ligne verte des arbres qui marquait Clear Creek. Le bétail, sentant l'eau, retrouva des forces et se précipita en avant. Margaret rit de soulagement lorsqu'ils plongèrent dans le ruisseau peu profond pour boire goulûment. « Nous avons réussi, souffla-t-elle. « Oui, répondit Jake, mais ses yeux continuaient à scruter l'horizon. Ils passèrent l'après-midi à laisser le bétail se reposer et paître l'herbe verte près de l'eau. À l'approche du soir, Jake suggéra de camper sur un terrain élevé d'où ils pourraient voir arriver quelqu'un. Margaret accepta, la rencontre avec Carver ayant anéanti tout sentiment de sécurité. Alors qu'ils étaient assis près de leur petit feu, Jake prit soudain la parole. « Ma femme Emily, elle était comme toi, forte, déterminée. Elle pouvait chevaucher mieux que la plupart des hommes et n'en avait pas honte. Sa voix était douce, empreinte de souvenirs et de douleur. Quand elle est morte, je me suis reproché de ne pas avoir été là. J'ai tout vendu et j'ai commencé à errer. Je pensais que je ne méritais pas une autre chance d'être heureux. » Margaret observa son profil à la lueur du feu. Elle y vit le chagrin gravé. « Mais ensuite, je suis arrivé à cheval devant la cabane d'une veuve et j'ai trouvé quelqu'un qui se battait contre le monde entier pour conserver l'héritage de son fils. Cela m'a fait penser que fuir n'était peut-être pas la solution. Peut-être que rester et se battre pour quelque chose qui en valait la peine l'était. » Leurs regards se croisèrent à travers le feu, et Margaret ressentit à nouveau cette connexion électrique, plus forte maintenant. Sans réfléchir, elle tendit la main et toucha celle de Jake posée sur son genou. Il retourna sa paume vers le haut, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Jake, » murmura-t-elle. « Je sais, » dit-il d'une voix rauque. « Je sais toutes les raisons pour lesquelles c'est compliqué, mais Margaret, je... » Un coup de feu retentit, brisant le moment. Jake se jeta sur Margaret, la tirant vers le bas alors que d'autres balles sifflaient au-dessus de leur tête. Le bétail, effrayé, se mit à s'agiter et à mugir. « Restez baissés !» ordonna Jake en sortant son arme et en ripostant aux éclairs des canons dans l'obscurité. Margaret rampait vers son fusil, le cœur battant. Elle pouvait entendre des chevaux et des hommes crier. Carver était revenu avec des amis. Une balle ricocha sur un rocher près de sa tête et elle riposta. Les leçons de tir de Thomas lui étaient très utiles. La fusillade sembla durer une éternité, mais ne dura probablement que quelques minutes. Jake se battit avec une précision implacable, tirant à chaque fois pour toucher sa cible. Margaret le soutint, empêchant les attaquants de les prendre à revers. Finalement, quelqu'un hurla de douleur et elle entendit la voix de Carver jurer « Reculez, retirez-vous, maudite soyez-vous !» Le bruit des sabots s'estompa dans la nuit. Jake resta accroupi, l'arme prête, pendant de longues minutes avant de se redresser enfin. « Tu es blessé ?» demanda-t-il avec insistance, les mains parcourant les bras et les épaules de Margaret. « Non, 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 je vais bien, je vais bien !» Il l'attira soudainement contre lui et la serra fort. Sacrément courageuse, Margaret Sullivan, sacrément courageuse. Elle s'accrocha à lui, sentant la chaleur solide de son torse, entendant son cœur battre aussi fort que le sien. Lorsqu'il s'écarta pour la regarder, le clair de lune argentant ses traits, elle vit quelque chose dans ses yeux qui lui coupa le souffle. Mais ce moment passa, et ils durent s'occuper du bétail, dont plusieurs têtes s'étaient éparpillées pendant la bagarre. Le temps qu'ils les rassemblent et déplacent le camp vers un endroit plus facile à défendre, le soleil se levait.
Carver n'abandonnera pas, dit Jake alors qu'il se préparait à ramener le bétail. Les hommes comme lui ne supportent pas d'être battus. Alors, nous serons prêts, répondit Margaret avec fermeté. Elle regarda l'homme qui avait risqué sa vie pour elle et son bétail, qui avait fait preuve de gentillesse envers son fils, et lui avait témoigné le respect dont elle avait tant besoin. Ensemble, Jake sourit alors, de ce sourire rare et sincère. Ensemble, il acquiesça. Ils entreprirent le voyage du retour, le bétail reposé et les forces renouvelées. Margaret sentit qu'un changement fondamental s'était produit. Elle ne se battait plus seulement pour survivre. Elle se battait pour un avenir qui semblait soudain possible, malgré tous les défis qui l'attendaient. Et elle ne se battait plus seule. La nouvelle de l'incident à Clear Creek était parvenue en ville avant que Margaret et Jake ne reviennent avec le bétail. Alors qu'ils conduisaient le troupeau vers le paddock, Margaret aperçut au loin des journalistes, envoyés pour observer et rapporter les ragots. Le soir venu, elle savait que tout le monde parlerait de la veuve Sullivan, qui avait passé 3 nuits seule sur la piste avec son employé. « Laisse-moi emmener Samuel en ville demain pour faire des provisions », suggéra Jake alors qu'il dételine des chevaux. « Ce serait peut-être plus simple si tu restais à l'écart pendant quelques jours. Laisse les rumeurs s'éteindre. » Les mains de Margaret s'immobilisèrent sur la selle. « Je ne vais pas me cacher chez moi comme si j'avais fait quelque chose de honteux. Ce n'est pas une question de honte. C'est une question de choix. » Elle se tourna vers lui, le menton levé. « Je fais des choix depuis le jour où Thomas est peint. Je ne vais pas commencer à les fuir maintenant. » Jake l'observa de ses yeux pâles qui semblaient voir directement dans son âme. « Femme têtue, dit-il, mais il y avait de l'admiration dans sa voix. Ce soir-là, Samuel les bombarda de questions sur leur aventure, les yeux brillants d'excitation. Margaret censura les passages dangereux, mais Jake divertit le garçon avec des récits sur le déplacement du bétail et les nuits à la belle étoile. En les regardant ensemble, Jake montrant patiemment à Samuel comment huiler le cuir, le garçon buvant chacune de ses paroles, Margaret ressentit une profonde douleur dans sa poitrine. Après que Samuel se fut endormi, elle trouva Jake sur le porche, montant la garde comme il en avait pris l'habitude depuis les menaces de Carver. « Tu n'as pas besoin de monter la garde toutes les nuits, dit-elle en lui tendant une tasse de café. « Si, je dois le faire. » Il accepta la tasse, leurs doigts s'effleurèrent. Carver n'est pas du genre à pardonner et oublier. Ils restèrent debout dans un silence confortable, écoutant les bruits de la nuit, les grillons, un coyote lointain, le vent dans l'herbe sèche, la lune était pleine, baignant tout d'une lumière argentée qui rendait le paysage austère presque beau. « Le pasteur Williams est passé pendant notre absence, » finit par dire Margaret. « Madame Johansson me l'a dit. Il m'a dit qu'il appellerait demain pour discuter de ma situation. » Jake serra les mâchoires. « Tu veux que je me fasse discret? » « Non. » Le mot sortit ferme et clair. « J'en ai assez de faire semblant, Jake. J'en ai assez de faire comme si tu n'étais qu'un employé, » dit-elle en s'arrêtant, les joues en feu. « Quand? Quoi? » Sa voix était basse, dangereuse dans son intensité. Margaret posa sa tasse et se tourna vers lui. « Quand je reste éveillé la nuit à penser à toi. Quand je te regarde avec Samuel et que je souhaite que les choses soient différentes, Margaret. » Son nom était un gémissement sur ses lèvres. « Tu sais ce que les gens diront. Ils le disent déjà. » Elle s'approcha, suffisamment près pour sentir la chaleur qui émanait de son corps. « J'ai été sage, Jake. J'ai été convenable. J'ai porté du noir, j'ai gardé la tête baissée et j'ai essayé d'être la veuve qu'ils attendaient. Mais j'ai 26 ans et je suis tellement fatigué d'être seul. » Il posa sa tasse et tendit les mains vers elle, encadrant son visage avec une infinie douceur. « Tu es sûr de toi? Une fois cette ligne franchie, il n'y aura plus de retour en arrière possible. » Au lieu de répondre, Margaret se mit sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut d'abord hésitant, puis plus profond lorsque Jake l'enlaça et la serra contre lui. Elle pouvait goûter le café, la poussière et quelque chose qui lui était propre, et cela lui fit tourner la tête. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Jake posa son front contre le sien. « Femme, tu vas causer ma perte. »« J'espère que non, » murmura-t-elle. « J'ai déjà enterré un homme. » Le lendemain matin, le pasteur Williams arriva, comme promis, accompagné de Mme Henderson et d'Elijah Morris, de la banque. Margaret les accueillit sous le porche, vêtue de sa plus belle robe, mais refusant de cacher la présence de Jake. Il se tenait à ses côtés,
rasée de près et d'apparence respectable, mais clairement pas intimidée. Madame Sullivan, commença le pasteur Williams, le visage émacié crispé par la désapprobation. Nous sommes venus discuter des irrégularités dans votre organisation domestique. De quelles irrégularités s'agit-il? Demanda Margaret calmement. Madame Henderson, une femme corpulente qui maniait les ragots comme une arme, se pencha en avant. Ne faites pas l'innocente. Margaret Sullivan, toute la ville sait que vous avez une liaison avec ce vagabond. Ce vagabond a un nom, dit Jake doucement, et je vous demanderai de vous adresser respectueusement à Madame Sullivan. Morse s'éclaircit la gorge. La banque s'inquiète de la stabilité de votre situation, Madame Sullivan. Un prêt à une femme célibataire sans protection masculine. Je ne savais pas que mon statut marital avait une incidence sur ma capacité à rembourser mes dettes, dit Margaret d'un ton sec. Le paiement n'est pas dû avant un mois. Oui, mais compte tenu des questions morales qui se posent, Morse s'interrompit de manière significative. Le pasteur Williams s'avança, adoptant ce qu'il pensait probablement être une expression bienveillante. Ma chère, nous ne pensons qu'à votre âme et au bien-être de votre fils. Quel exemple donnez-vous? Un exemple de travail acharné et de détermination, répondit Margaret. Un exemple de persévérance lorsque la vie devient difficile. Un exemple de fornication, s'écria Madame Henderson. Vivre dans le péché avec un homme qui n'est pas votre mari. Jake s'avança et quelque chose dans son mouvement fit reculer les trois visiteurs. Madame, je ferai très attention à ne pas porter d'accusations que vous ne pouvez pas prouver. D'où je viens, traiter une dame de cette manière peut avoir des conséquences. Vous nous menacez, demanda le pasteur Williams, énonçant un fait. Jake répondit calmement. Madame Sullivan est une veuve qui essaie de sauver l'héritage de son fils. Je suis un homme qui travaille pour Room and Board. Tout le reste n'est que pure imagination et en dit plus long sur votre état d'esprit que sur notre conduite. Avant que quiconque puisse répondre, le bruit de chevaux approchant interrompit la conversation. 6 cavaliers apparurent et le cœur de Margaret se serra lorsqu'elle reconnut Bill Carver en tête. « Tiens, tiens !» s'exclama Carver en arrivant. « On dirait une réunion municipale ordinaire. Vous leur racontez notre rencontre? Ryland? » Le pasteur Williams regarda Carver et Jake avec une inquiétude grandissante. « Vous connaissez cet homme? »« Oh, nous nous connaissons depuis longtemps, » répondit Carver avec un sourire sinistre. Jake Ryland a une sacrée réputation. Il est rapide au tir, encore plus rapide à s'énerver, et il a laissé plus d'un homme gisant dans la poussière. « Est-ce vrai? » demanda Madame Henderson en portant la main à sa poitrine. Jake se redressa. « Je me suis défendu quand cela était nécessaire. Je n'ai jamais commencé de bagarre, mais j'en ai terminé quelques-unes. Modeste, n'est-ce quoi? » Carver rit. « Pourquoi ne leur parlez-vous pas de Dodge City? De Frank Morrison? » Margaret vit les mains de Jake se crisper, mais sa voix resta calme. Morrison battait une file de saloon. « Je l'ai arrêté. Il a sorti son arme. Il a perdu. Je l'ai tué. » Carver confirma avec délectation. Une balle en plein cœur. Bien sûr, cette fille était très reconnaissante après coup. N'est-ce que pas, Jake? Les sous-entendus flottaient dans l'air comme de la fumée. Madame Henderson semblait sur le point de s'évanouir tandis que le pasteur Williams était devenu pâle. « Je pense que vous devriez tous partir, » dit Margaret calmement. Mais maintenant, Morse commença à s'agiter. Sa main se posa sur le fusil appuyé contre la balustrade du porche. « Vous tous, sortez de ma propriété. » Carver rit à nouveau. « Elle est fougueuse, n'est-ce pas? Pas étonnant que tu l'aimes. Ryland a toujours eu un penchant pour les femmes de caractère. » Carver. La voix de Jake était devenue mortellement calme. « Vous avez 10 secondes pour faire demi-tour avec ce cheval. » Quelque chose dans le ton de Jake avait dû pénétrer même la bravade de Carver. Il leva les mains en signe de reddition simulée. « Nous partons, mais ce n'est pas fini. La veuve devrait peut-être reconsidérer ses choix. Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à ce joli petit ranch. » Après leur départ, Margaret s'effondra sur les marches du porche, tremblante. Jake s'assit à côté d'elle, sans la toucher, mais suffisamment près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Mon passé. Nous avons tous un passé, » l'interrompit Margaret. « Tu as défendu une femme qui ne pouvait pas se défendre elle-même. Il n'y a aucune honte à cela. La ville ne le verra pas ainsi. Alors la ville peut aller au diable. » Ce juron lui fit du bien. Elle se sentit libérée. Cette nuit-là, après que Samuel se fut endormi, un orage éclata.
Pas de pluie, cette bénédiction leur était encore refusée, mais du vent et des éclairs qui illuminaient le ciel de violentes décharges. Margaret se tenait à sa fenêtre, observant la fureur de la nature, lorsqu'on frappa doucement à sa porte. Jake se tenait là, les cheveux ébouriffés par le vent. Je voulais m'assurer que tu allais bien. Les tempêtes rendent les chevaux nerveux. Elle aurait dû le renvoyer à l'écurie. Elle aurait dû maintenir les convenances qui étaient déjà en lambeaux. Au lieu de cela, elle recula et le laissa entrer. Ils se tenaient face à face dans la lumière vacillante de la lampe. La tempête faisait rage dehors. Puis Jake tendait la main vers elle, et elle se jeta dans ses bras comme si elle rentrait à la maison. Son baiser était désespéré, affamé, plein de désir, retenu depuis trop longtemps. « Margaret, murmura-t-il contre ses lèvres, dis-moi de partir. Dis-moi de retourner à l'écurie. »« Reste, murmura-t-elle. S'il te plaît, Jake, reste. » Il s'écarta pour la regarder, ses yeux pâles assombris par le désir et quelque chose de plus profond. « Je donnerai n'importe quoi pour te courtiser comme il se doit, pour t'épouser dans cette église avec la bénédiction de tous. Tu le mérites. Ce que je mérite, dit Margaret fermement, c'est de choisir ma propre voie, et je te choisis. » Dehors, le tonnerre grondait comme un jugement divin. Mais à l'intérieur de la petite maison de Margaret, il n'y avait que de la chaleur, des promesses murmurées et le genre d'espoir qui fleurit malgré tous les obstacles. Lorsque Jake la serra enfin contre lui dans l'obscurité, peau contre peau avec la tempête pour témoin, il murmura les mots qui résonneraient dans son cœur. « J'échangerai 10 troupeaux contre une nuit avec toi. » Et Margaret, qui pensait avoir enterré son cœur avec Thomas, découvrit qu'il n'avait fait que dormir, attendant qu'un vagabond aux yeux pâles et aux mains douces le réveille à la vie. L'aube arriva trop tôt, apportant avec elle la dure réalité de la destruction. La tempête avait ravagé le ranch comme un géant en colère, laissant derrière elle une dévastation totale. Margaret se tenait dans l'embrasure de la porte, le cœur serré, en observant les dégâts. Le poulailler était en lambeaux, des plumes éparpillées comme de la neige dans la cour. La moitié de la clôture du corral était tombée, et le toit de la grange que Jake avait soigneusement réparé présentait désormais des trous béants, là où le vent avait arraché les planches. « Maman, où sont les poulets? » La petite voix de Samuel résonnait dans le chaos. « Nous les trouverons, mon petit garçon, » répondit Margaret, même si elle soupçonnait que beaucoup avaient été victimes des coyotes ou de la tempête elle-même. Jake sortit de la grange, le visage sombre. « Nous avons perdu un troupeau de bovins, la clôture a cédé et ils se sont dispersés. J'en ai trouvé 2 avec les pattes cassées dans le ravin. J'ai dû les abattre. » Il croisa son regard et elle y vit son propre désespoir se refléter. Les autres se sont dispersés aux 4 vents. Margaret pressa ses mains contre son visage, luttant pour retenir ses larmes. Chaque perte était un nouveau clou dans le cercueil de son indépendance. « Avec le paiement à la banque dans quelques semaines et maintenant ça, nous allons reconstruire, » dit Jake fermement en s'approchant d'elle. « Nous rassemblerons tout le bétail que nous pourrons trouver. » « Et avec quoi? » La voix de Margaret se brisa. « Je n'ai pas d'argent pour acheter du bois, ni de crédit au magasin. Et même si j'en avais, dit-elle en montrant d'un geste désespéré la destruction autour d'eux. Un nuage de poussière à l'horizon attira leur attention. Des cavaliers approchaient, trop nombreux pour que cela présage quelque chose de bon. Margaret reconnut George Dalton en tête, propriétaire du ranch Double D qui s'étendait sur la moitié du comté. Derrière lui chevauchaient 6 hommes, dont Elijah Morse de la banque. Madame Sullivan Dalton toucha le bord de son chapeau lorsqu'il s'arrêta. C'était un homme imposant, aux cheveux parsemés de mèches argentées, qui avait l'assurance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait. « J'ai entendu dire que vous aviez eu des problèmes avec la tempête. »« Rien que nous ne puissions gérer, » répondit Jake en s'avançant légèrement. Dalton le regarda d'un air dédaigneux et se concentra sur Margaret. « Je vais être franc avec vous, madame. Cette terre est trop grande pour une femme seule. Je suis prêt à vous faire une offre équitable, suffisante pour effacer vos dettes et vous installer confortablement en ville. »« Cette terre n'est pas à vendre, » répondit Margaret machinalement. « Ne vous précipitez pas, intervint Morse. Votre paiement est dû dans 3 semaines. Avec la perte du bétail et les dégâts causés ici, vous n'avez aucun moyen de payer, conclut Dalton sans ménagement. Je vous offre une issue digne. Acceptez-la et vous pourrez prendre un nouveau départ. Refusez. Il haussa les épaules. La banque saisira la propriété et vous n'aurez plus rien. Margaret sentit Jake se crisper à côté d'elle,
mais elle posa une main sur son bras. Et si je refuse, le masque amical de Dalton se fissura légèrement. Alors vous êtes une idiote, madame. Cette terre sera mienne d'une manière ou d'une autre. J'essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour vous, compte tenu de votre situation. Compte tenu du fait que je suis une femme, vous voulez dire, dit Margaret froidement. Merci pour votre offre, monsieur Dalton, mais ma réponse reste la même. Le terrain n'est pas à vendre. Vous avez 3 semaines, lui rappela Morse alors qu'il s'apprêtait à partir. Je réfléchirai bien à votre place. Après leur départ, Margaret s'effondra sur les marches du porche. Samuel se glissa sur ses genoux, sentant sa détresse. « Allons-nous perdre notre maison, maman? »« Non, mon chéri, » dit-elle avec férocité en le serrant fort dans ses bras. « C'est la terre de ton papa, et personne ne nous la prendra. » Mais même en disant cela, elle se demandait comment elle pourrait tenir cette promesse. Les jours suivants furent une succession d'activités désespérées. Jake travailla de l'aube au crépuscule, réparant ce qui pouvait l'être avec des matériaux de récupération. Margaret se joignit à lui, les mains couvertes d'ampoules, pour reconstruire les structures essentielles. Ils retrouvèrent 8 des bovins éparpillés, mais cela restait bien loin de ce dont ils avaient besoin. Le 4e jour après la tempête, Jake sella son cheval avec une détermination sinistre. « Où vas-tu? » demanda Margaret, même si elle pensait connaître la réponse. « Chercher du travail. Le ranch Dixon recrute pour un rassemblement de bétail. C'est 2 semaines de travail, mais le salaire... » Il croisa son regard. Cela pourrait suffire à faire la différence. Jake, non. Elle s'approcha de lui et baissa la voix pour que Samuel ne l'entende pas. « Après ce qui s'est passé entre nous, je ne peux pas te laisser partir. Tu ne me laisses rien faire. » Il l'interrompit doucement. « Je choisis d'aider cette femme. » Il s'interrompit et jeta un coup d'œil à Samuel. « La femme qui compte pour moi. » Margaret eut la gorge serrée. « Et Carver? »« Je peux m'occuper de Carver. » Il lui caressa brièvement la joue. « Prenez soin l'un de l'autre. Je serai de retour avant la date d'échéance du paiement. » Le regarder s'éloigner à cheval lui donna l'impression de perdre une partie d'elle-même. Margaret redressa les épaules et se remit au travail, mais le ranch lui semblait plus vide, plus vulnérable sans sa présence. Une semaine passa sans nouvelles. Margaret se consacra à sauver ce qu'elle pouvait, vendant le peigne en argent de sa mère et sa dernière belle robe pour acheter de la nourriture pour le bétail restant. Samuel devint plus calme, demandant chaque soir quand Jake reviendrait. Puis vint la nuit où elle se réveilla à l'odeur de la fumée. Au feu! Elle attrapa Samuel et se précipita dehors pour voir la grange en flammes, les flammes léchant déjà le ciel. Les chevaux hennissaient, piégés à l'intérieur, sans réfléchir. Margaret poussa Samuel vers le porche. « Reste ici! » Puis elle courut vers la grange, attrapant une couverture pour se couvrir la tête. La chaleur était comme un mur, la fumée étouffante, mais elle pouvait entendre les cris terrifiés de Bess. Elle tâtonna avec les loquets des stalles, les yeux larmoyants, les poumons en feu, d'abord Bess, puis le gel de Thomas, puis la mule de bas. Elle les conduisit tous vers la porte, priant pour que les flammes ne bloquent pas leur fuite. Au moment où elle se retourna pour les suivre, une poutre en feu s'écrasa, la couvrant d'étincelles. Elle trébucha, désorientée par la fumée et la chaleur, quand des bras puissants l'attrapèrent et la tirèrent hors de l'enfer. Espèce d'idiote! La voix de Jake était rauque de peur et de colère. Il la traîna hors de la grange. Tous deux toussaient et haletaient. Jake. Elle le voyait à peine à travers la fumée et ses larmes. « Comment? J'ai vu le feu depuis la crête. Margaret, à quoi pensais-tu? » Les chevaux. Au diable, les chevaux. Il la serra contre lui, ses mains tremblantes parcourant son corps à la recherche de brûlures. « Tu aurais pu mourir. »« Mais je ne suis pas morte, dit-elle avant de se remettre à tousser. Ils combattirent le feu avec des seaux et des couvertures, mais c'était sans espoir. À l'aube, la grange n'était plus qu'un squelette de poutre noircie, de la fumée s'élevant encore des cendres. Margaret était assise par terre, Samuel sur ses genoux, regardant la destruction. C'était un incendie criminel, dit Jake doucement, lui montrant un bidon carbonisé qui avait contenu du kérosène. C'est l'œuvre de Carver. Je parierai ma vie là-dessus, peu importe qui l'a fait, dit Margaret doucement. C'est fait. Jake s'agenouilla à côté d'elle. Son visage était couvert de suie et de sueur. J'ai apporté la majeure partie de mon salaire. Ce n'est pas suffisant pour payer le bois et la banque. Mais garde-le, dit Margaret. Tu l'as gagné, Margaret.
Non, dit-elle en se levant et en installant Samuel sur sa hanche. Je ne prendrai pas ton argent, Jake. Tu en as déjà assez fait. Elle regarda les ruines de la grange, puis la maison qui avait survécu par hasard grâce à la direction du vent. Peut-être que Dalton avait raison. Peut-être que je suis une idiote. Non. Jake s'est levé aussi, le regard farouche. Ne t'avise pas d'abandonner. Pas la femme qui a affronté les fusils de Carver et sauvé 3 chevaux d'une grange en feu. Cette femme est fatiguée, a dit Margaret doucement. Cette femme est vaincue, a dit Jake en s'approchant, la main levée pour lui caresser le visage, le pouce effaçant une larme qui avait coulé à travers la suie. Cette femme, dit-il fermement, est la personne la plus forte que je connaisse, et elle n'est pas seule. Samuel tendit le bras depuis les bras de Margaret pour toucher le visage de Jake. Ne pars pas à nouveau, dit le garçon solennellement. Nous avons besoin de toi. Les yeux de Jake ne quittèrent pas ceux de Margaret lorsqu'il répondit. Je ne vais nulle part, mon garçon. Ta maman est coincée avec moi maintenant. Malgré toutes les ruines fumantes, la dette impossible à rembourser, la menace très réelle de tout perdre, Margaret sentit une étincelle d'espoir renaître dans sa poitrine. Oh, elle se pencha vers Jake, puisant de la force dans sa présence. D'accord, dit-elle doucement, nous nous battrons. Nous nous battrons, acquiesça Jake. Puis, malgré la suie, la sueur et les yeux du soleil levant qui les observaient, il l'embrassa. C'était une promesse, une déclaration, un refus de se rendre aux forces qui tentaient de les séparer. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Samuel gloussa, le premier son joyeux qu'il avait émis depuis des jours. Et Margaret réalisa que même si elle perdait ses terres, même si Dalton, Morse et tous les autres réussissaient à la chasser, elle avait trouvé quelque chose qui valait plus que n'importe quel ranch. Elle avait trouvé un partenaire. Un homme qui traverserait le feu pour elle, littéralement. Et peut-être, juste peut-être, que cela suffirait pour les aider à s'en sortir. Allez, dit Jake en prenant Samuel dans ses bras, avec une familiarité désinvolte. Voyons ce que nous pouvons sauver. Nous avons 2 semaines pour faire des miracles. Alors qu'ils marchaient vers la grange en ruine, la main de Margaret trouva celle de Jake et leurs doigts s'entrelacèrent. Quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble. Et d'une certaine manière, cela changeait tout. L'hiver arriva comme un invité indésirable, apportant des vents glacials qui transperçaient même les manteaux les plus épais. Les premières neiges tombèrent en début de novembre, recouvrant les ruines noircies de la grange et le ranch en difficulté d'un manteau blanc trompeur. Margaret se tenait à la fenêtre, regardant Jake et Samuel construire un bonhomme de neige dans la cour. Les rires des garçons portaient dans l'air froid. Ils avaient réussi à construire un abri de fortune pour les chevaux à partir de bois récupérés et de matériaux que leurs voisins avaient pu leur donner. Les Johansson avaient aidé, ainsi que quelques autres familles qui se souvenaient de la gentillesse de Margaret dans des temps meilleurs. Mais cela suffisait à peine à maintenir les animaux en vie malgré les conditions météorologiques difficiles. La nourriture devenait un problème crucial. Margaret avait conservé ce qu'elle pouvait du jardin avant le gel, mais avec la disparition des poulets et le peu de bétail restant, la viande se faisait rare. Elle s'était mise à faire de la soupe avec des os qu'elle aurait jetés en des temps meilleurs, étirant chaque repas autant que possible. « Maman, j'ai faim, » dit Samuel un soir, en remuant sa soupe claire dans son bol. « Je sais, mon chéri, mange ce que tu peux. » Elle jeta un coup d'œil à Jake, qui glissa discrètement une partie de sa portion dans le bol de l'enfant lorsque Samuel ne regardait pas. Le lendemain matin, des visiteurs arrivèrent. Margaret entendit les chevaux avant de les voir, trop nombreux pour être amicaux. Elle saisit le fusil de Thomas et sortit sur le porch. Jake se tenait à ses côtés, son pistolet dans son étui. George Dalton menait le groupe, mais cette fois-ci, il n'était pas accompagné uniquement de cowboys. Bill Carver chevauchait à sa droite et Margaret reconnut 2 autres hommes comme étant des mercenaires du territoire. « Madame Sullivan, » dit Dalton, son souffle formant un nuage dans l'air glacial. « Je suis venu vous faire une dernière offre. » « Ma réponse n'a pas changé, » dit Margaret d'un ton ferme. « Le paiement à la banque est dû dans 5 jours, » continua Dalton, comme si elle n'avait rien dit. « Vous ne pourrez pas le faire. Nous le savons tous les deux. Je vous offre 500 $ pour le terrain, assez pour recommencer ailleurs. C'est la moitié de sa valeur, » dit Jake froidement. Dalton lui lança un regard dédaigneux. C'est plus qu'elle n'aura quand la banque saisira le terrain. Et compte tenu des accidents qui continuent de se produire ici, c'est généreux. Vous nous menacez?
demanda Margaret, énonçant les faits. Dalton répondit, « Ce terrain borde ma propriété. J'ai besoin des droits sur l'eau. D'une manière ou d'une autre, je les obtiendrai. La question est de savoir si vous partirez avec de l'argent dans vos poches ou avec rien d'autre que les vêtements que vous portez. » Carver se pencha en avant sur sa selle, souriant. « Peut-être même sans ses vêtements, si vous voyez ce que je veux dire. » La main de Jake se posa sur son arme, mais Margaret lui attrapa le bras. « Quittez ma propriété, » dit-elle calmement. « Tous !» Dalton secoua la tête. L'orgueil précède la chute. « Madame Sullivan, souvenez-vous-en lorsque vous essayerez de nourrir votre fils à la soupe populaire en ville. » Après leur départ, Margaret s'effondra dans un fauteuil, écrasée par le poids de leur situation. Jake s'agenouilla à côté d'elle et prit ses mains froides dans les siennes. « Nous trouverons un moyen, dit-il. Comment? » Elle le regarda avec des yeux désespérés. « Nous n'avons plus rien à vendre, plus de crédit. » Non, un coup à la porte l'interrompit. Ils échangèrent des regards méfiants avant que Jake n'aille lui ouvrir, la main sur son arme. Mais au lieu de nouveaux ennuis, Henrik Johansson se tenait là, chapeau à la main. « Puis-je entrer ?» demanda le vieux fermier. Une fois à l'intérieur, se réchauffant près du poêle, Henrik alla droit au but. « Ce salaud de Dalton est venu chez moi hier. Il m'a proposé d'acheter mes droits sur l'eau, et quand j'ai refusé, un de ces hommes a dit que ce serait triste si quelque chose arrivait à ma petite fille sur le chemin de l'école. » Margaret eut le souffle coupé. « Henrik, non. Oui, ils sont devenus audacieux. » Il fouilla dans son manteau et en sortit une pochette en cuir. « Ma femme Anna et moi, nous avons discuté. Vous avez aidé à mettre au monde nos jumeaux. Tu es resté éveillé 3 nuits quand ils avaient de la fièvre. Tu n'as jamais demandé à être payé. » Il posa la pochette sur la table. « Ce n'est pas beaucoup, mais peut-être assez pour t'aider avec la banque. Je ne peux pas accepter ton argent, » protesta Margaret. « Je n'accepte pas d'emprunter. » Le visage buriné d'Henrik se crispa en un sourire. « Tu me rembourseras quand tu pourras. Sans intérêt, c'est ce que font les voisins. » Jake ouvrit la pochette et compta rapidement. « C'est Henrik. C'est 50 $. Oui, eh bien, nous n'avons pas besoin de beaucoup, et nous avons plus besoin de bons voisins que d'argent. » Avant que Margaret n'ait pu répondre, on frappa à nouveau à la porte. Cette fois, c'était Mary Patterson, de la ferme voisine, qui apportait un panier de conserves et de viande séchée. « J'ai entendu dire que vous aviez peut-être des problèmes, » dit-elle simplement. « Ce n'est pas de la charité. C'est pour vous remercier d'avoir aidé mon mari quand il s'est cassé la jambe au printemps dernier. » Tout au long de la journée, des gens vinrent. Pas beaucoup. L'influence de Dalton et la désapprobation de la ville en dissuadèrent la plupart, mais ceux qui vinrent apportèrent ce qu'ils pouvaient. Quelques dollars ici, de la nourriture là, voire des munitions pour se défendre. Le soir venu, ils avaient récolté presque assez pour payer la banque. « Presque n'est pas suffisant, » dit Margaret en recomptant. Il leur manquait encore 20 $. « Mon salaire pour avoir conduit le bétail, » dit Jake en sortant ses propres économies. « Ça suffit. » « Jake, non, cet argent est à toi. »« Je ne possède plus rien, » dit-il simplement. « C'est à nous, si tu veux bien de moi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme des flocons de neige. Samuel les regardait avec des yeux brillants et curieux. « Que veux-tu dire? » demanda Margaret, le cœur battant. Jake s'agenouilla sur un genou, là dans la cuisine, devant la table couverte de pièces de monnaie données, et Samuel qui le regardait avec des yeux écarquillés. « Je veux dire que je t'aime, Margaret Sullivan. Je veux dire que je veux être à tes côtés quoi qu'il arrive. Je veux dire que je veux être le père de Samuel et ton mari. Si tu veux bien d'un cow-boy brisé qui a plus de passé que d'avenir. » Margaret porta les mains à sa bouche, les larmes coulant sur ses joues. « Jake, je sais que ce n'est pas la demande en mariage que tu mérites, » continua-t-il. « Pas de bague, pas de mots raffinés. Mais ce que je peux t'offrir, c'est tout mon cœur, mon arme pour te défendre et mes mains pour travailler à tes côtés jusqu'à ce que nous construisions cet endroit dont Samuel pourra être fier. »« Dis oui, maman, » Samuel s'exclama, sautillant d'excitation. « Dis oui pour que Jake puisse être mon papa. » Margaret tomba également à genoux, encadrant le visage de Jake avec ses mains. « Oui, » murmura-t-elle, « oui à tout cela. » Il l'embrassa alors sous les acclamations et les danses de Samuel, et pendant un instant, le froid, la faim et la peur s'évanouirent. Ils avaient l'amour, ils savaient l'un l'autre, et ils avaient juste assez d'argent pour tenir à distance les loups, au sens propre comme au figuré. Le lendemain matin, ils se réveillèrent et découvrirent des traces de chevaux fraîches dans la neige autour de la maison.
Jake enquêta avec détermination et trouva des preuves que des cavaliers avaient en fait le tour de la propriété pendant la nuit. Les hommes de Dalton, dit-il, ils testent nos défenses. Qu'ils testent, répondit Margaret avec férocité. Nous n'abandonnerons pas. Mais cette nuit-là, les loups sont venus. Pas ceux à deux pattes, mais une meute de vrais loups chassés des montagnes par l'hiver rigoureux. Ils ont encerclé l'enclos de fortune où les chevaux se blottissaient, leur hurlement suscitant une peur primitive. Jake et Margaret se sont relayés pour monter la garde, fusils à la main. Lorsque les loups ont finalement attaqué, poussés par le désespoir et la faim, le combat fut féroce. Jake visa juste et en abattit deux avant qu'ils n'atteignent les chevaux. Margaret en blessa un autre, le renvoyant boiter dans l'obscurité. Mais un loup, plus grand et plus rusé que les autres, réussit à passer. Il se jeta sur Bess, les crocs brillants au clair de lune, sans réfléchir. Margaret se jeta entre le loup et sa jument, brandissant son fusil comme une massue. Le poids du loup la renversa, son souffle chaud sur son visage. Lorsque le coup de feu de Jake retentit, le loup s'effondra et Jake aida Margaret à se relever, vérifiant frénétiquement qu'elle n'avait pas été mordue. « Je vais bien, allaita-t-elle. Juste quelques bleus. Tu es folle, dit-il brutalement en la serrant contre lui. Te jeter sur un loup. Bess est tout ce qui me reste de mon ancienne vie, dit simplement Margaret. Je ne pouvais pas la perdre aussi. Ils restèrent de là. Et entourés de loups morts et de chevaux effrayés, se serrant l'un contre l'autre, tandis que Samuel les observait depuis la fenêtre où il l'avait forcé à rester. Margaret réalisa alors qu'ils avaient déjà remporté la bataille la plus importante. Ils avaient choisi de rester et de se battre ensemble. Peu importe ce qui arriverait. Encore 3 jours avant le paiement de la banque, dit-elle contre la poitrine de Jake. Encore 3 jours, acquiesça-t-il. Nous pouvons tenir encore 3 jours. Mais alors qu'ils traînaient les carcasses de loups loin de l'enclos, aucun d'eux ne mentionna les traces de chevaux fraîches qu'ils pouvaient voir dans la neige, ni le reflet de lumière sur la crête qui pouvait être le soleil sur du verre, ou quelqu'un qui les observait, attendant le moment propice pour frapper. Le palais de justice de Cedar Ridge se dressait comme un monument à la loi et à l'ordre. Sa façade en briques rouges imposante se détachait sur le ciel hivernal. Margaret gravit les marches avec Jake à ses côtés, leurs bottes résonnant sur le bois gelé. Elle portait le paiement de la banque dans une pochette en cuir à l'intérieur de son manteau, près de son cœur. Samuel marchait entre eux, sa petite main dans celle de Jake, vêtu de ses habits du dimanche malgré le fait que ce fût un jeudi. À l'intérieur, la chaleur les frappa comme un mur. La salle d'audience était déjà remplie d'habitants de la ville, attirés par la rumeur selon laquelle Dalton allait s'en prendre à la veuve, Sullivan. Margaret reconnut de nombreux visages, certains compatissants, d'autres clairement acquis à la cause de Dalton, grâce à son argent et à son influence. Juste à l'heure, dit Elijah Moore en s'approchant, des papiers à la main. Son sourire était aussi mince que la glace hivernale. « Je suppose que vous avez le paiement. »« Chaque centime, » répondit Margaret en cherchant la pochette. « Ah, mais il y a d'abord une petite question à régler. » Morse fit un geste en direction du banc du juge, où le juge Carlton prenait place. « Monsieur Dalton a déposé une plainte remettant en cause votre droit légal sur la propriété. » Margaret sentit son sang se glacer. « Quoi? » George Dalton se leva de son siège au premier rang, flanqué de 2 avocats en costume. « C'est très simple, votre honneur. J'ai découvert des irrégularités dans l'acte de propriété original. Les limites de la propriété telles qu'elles ont été enregistrées ne correspondent pas au relevé fédéral. Le défunt mari de Mme Sullivan aurait revendiqué un terrain qui ne lui appartenait pas légalement. « C'est un mensonge, » s'écria Margaret en s'avançant. Mais Jake la retint par le bras. « Laisse-moi m'en occuper, » murmura-t-il, puis il s'adressa au juge. « Votre honneur, il s'agit simplement d'un homme riche qui tente de voler une veuve. Ce terrain est au nom de Thomas Sullivan depuis 6 ans. » Le juge Carlton, un homme corpulent aux bajues pendantes, regarda par-dessus ses lunettes. « Et vous êtes Jake Ryland, le fiancé de Mme Sullivan. » Cette annonce provoqua un murmure dans la foule. « Je vois. » Le ton du juge suggérait qu'il n'approuvait pas. « Eh bien, M. Ryland, M. Dalton a présenté des documents. À moins que Mme Sullivan ne puisse prouver ses dires, je détiens l'acte original, dit Margaret, en sortant des papiers de son manteau, signé et certifié. L'un des avocats de Dalton, un homme au visage anguleux nommé Crawford, se leva. « Ah, moi, je
Votre honneur, nous ne contestons pas l'existence de cet acte. Nous contestons son exactitude. Notre géomètre a découvert que la propriété des Sullivan empiète sur celle de M. Dalton sur près de 40 acres, y compris les droits d'eau sur Clear Creek. Le ruisseau a toujours été notre limite, protesta Margaret. Selon les documents déposés par votre mari, oui. Crawford poursuivit calmement. Mais selon le relevé fédéral de 1876, il produisit une carte avec des sceaux officiels. La véritable limite se trouve à un quart de mile à l'est du ruisseau. Margaret regarda la carte avec horreur. Sans les droits d'eau, la terre n'avait aucune valeur pour l'élevage. C'était un piège astucieux. Même si elle conservait la propriété, elle serait contrainte de la vendre sans accès à l'eau. C'est de la fraude, déclara Jake d'un ton sec. Cette carte a été falsifiée. L'expression de Crawford se durcit. C'est une accusation grave, Monsieur Rayland. Pouvez-vous le prouver? Pouvez-vous prouver que ce n'est pas le cas? Rétorqua Jake. Le juge Carlton frappa son marteau. Silence. Monsieur Crawford, c'est une accusation grave. Quelle preuve avez-vous en dehors de cette carte? Le témoignage de notre géomètre, Monsieur Bernard Hicks, répondit Crawford. Il est prêt à jurer que ces mesures sont exactes. Margaret regarda Hicks monter à la barre, un homme mince et nerveux qui ne cessait de jeter des regards à Dalton. Son témoignage était précis, technique et accablant. D'après ces mesures, Thomas avait effectivement revendiqué des terres qui ne lui appartenaient pas. Madame Sullivan, dit le juge lorsque Hicks eut terminé, avez-vous des témoins pour réfuter ce témoignage? Margaret réfléchit rapidement. Qui pourrait contester les mesures d'un géomètre? Puis l'inspiration lui vint. Henrik Johansson, dit-elle. Il s'est installé sur la propriété adjacente avant l'arrivée de mon mari. Il connaît les véritables limites. Il y eut un remous lorsque Henrik s'avança, le visage buriné par les intempéries, les traits déterminés. Il prêta sûrement avec une dignité solennelle. Monsieur Johansson, dit Margaret, qui se représentait elle-même car elle n'avait pas les moyens de payer un avocat. Depuis combien de temps vivez-vous sur votre propriété? 23 ans au printemps, répondit Henrik. J'étais là avant qu'il y ait une ville, avant que M. Dalton construise son grand ranch et la limite entre votre terrain et le nôtre. Clear Creek. Oui, ça a toujours été là. J'ai aidé Thomas Sullivan à le mesurer lui-même lorsqu'il l'a acheté à la veuve Masterson. Nous utilisons les bornes fédérales, des cairns en pierre placés par les géomètres de l'armée. Crawford bondit. Ce ne sont que des ouï-dire, votre honneur. Où sont ces bornes supposées? Le visage d'Henrik s'assombrit. C'est drôle, je suis allé les vérifier le mois dernier, et elles avaient disparu. Elles avaient été déterrées, et cela semblait récent. La salle d'audience s'est mise à murmurer. Le visage de Dalton est resté impassible, mais Margaret l'a vu échanger des regards avec Carver. Sans les bornes, c'est votre parole contre notre relevé, a dit Crawford d'un ton dédaigneux. Ce n'est pas seulement ma parole, a répondu Henrik calmement. Il a fouillé dans son manteau et en a sorti un carnet usé. Je garde des traces de tout. La météo, les récoltes, les limites. Il ouvrit le carnet à une page couverte d'une écriture soignée. Le 15 août 1876, j'ai aidé les géomètres de l'armée à placer des repères. Des canons en pierre de 90 cm de haut à intervalles de 400 mètres le long de Clear Creek. J'ai même leur nom. Le lieutenant Morrison et le géomètre McKnight. L'expression confiante de Crawford vacilla. Ces hommes pourraient être morts. Mutés. McKnight n'est pas mort. Une voix s'éleva du fond de la salle. Tout le monde se retourna pour voir Doc Hartley debout. C'est mon beau-frère. Il vit à Denver maintenant. Je peux lui envoyer un télégramme pour confirmation. Le juge Carlton semblait de plus en plus mal à l'aise. Cela devient assez complexe. Nous devrions peut-être reporter. Votre honneur, interrompit Dalton. Debout. C'est ridicule. Nous prenons la parole d'un vieil immigrant et d'une femme aux mœurs douteuses contre un relevé officiel. Aux mœurs douteuses? Margaret s'emporta. Comment osez-vous? Vous vivez avec un homme qui n'est pas votre mari, dit froidement Dalton. Tout le monde le sait. Est-ce le genre de personne qui devrait posséder une propriété? Une femme qui fait fi des convenances, qui fréquente un tireur notoire? Ça suffit, dit Jake d'une voix calme et menaçante. Mais Dalton insista. Votre honneur, même si les limites étaient contestées, Mademoiselle Sullivan a prouvé qu'elle ne savait pas gérer correctement ses terres. La grange a brûlé. Elle a perdu la plupart de son bétail
Elle a des dettes partout en ville. Et maintenant, elle s'est mise en couple avec un vagabond qui a du sang sur les mains. Pour le bien de la communauté, pour le bien de votre compte en banque. Que voulez-vous dire? Rétorqua Margaret. Vous voulez mes droits sur l'eau parce que votre bétail a surexploité vos propres terres. Vous avez essayé de m'acheter, de me brûler et maintenant de me faire expulser par la loi. Pouvez-vous prouver ces accusations? Demanda Crawford. Pouvez-vous prouver que M. Hicks a vraiment arpenté ce terrain? Rétorqua Jake. Ou a-t-il simplement tracé des lignes là où Dalton lui a dit de le faire? Hicks pâlit. Je maintiens mon arpentage. Et vous? Jake s'avança. Pouvez-vous le jurer? Êtes-vous prêt à mettre en jeu votre réputation professionnelle en affirmant que vous avez personnellement mesuré chaque mètre de cette limite? Hicks jeta un regard nerveux à Dalton. Il se peut que certaines estimations aient été faites sur la base de documents existants. La salle d'audience s'embrassa. Le juge Carlton frappa plusieurs fois son marteau. Silence, silence. Lorsque le calme revint enfin, le juge semblait las. Il semble que nous ayons des témoignages contradictoires et des preuves manquantes. Cependant, la charge de la preuve. Votre honneur, une nouvelle voix l'interrompit. Tout le monde se tourna vers le pasteur William qui se tenait debout. Le cœur de Margaret se serra. Il allait sûrement se ranger du côté de Dalton. J'ai quelque chose à dire, poursuivit le pasteur, l'air mal à l'aise mais déterminé. Cette affaire me préoccupe. La semaine dernière, j'ai entendu M. Carver et un autre homme rire en parlant de déterrer des pierres près de Clear Creek. Je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là, mais maintenant, Carver se leva d'un bond. C'est un mensonge éhonté. Vraiment? Le pasteur Williams se redressa. Je n'approuve peut-être pas les choix de Mme Sullivan, mais j'approuve encore moins le fait de porter un faux témoignage. Ce que j'ai entendu était clair. Ils enlevaient les bornes frontalières sur ordre de M. Dalton. La salle d'audience explosa dans le chaos. Le visage de Dalton passa du rouge au violet. C'est un complot. Ils mentent tous. Le marteau du juge Carlton craqua sous la force de ses coups. Monsieur Dalton, contrôlez-vous. Monsieur Carver, niez-vous ces accusations? La main de Carver se dirigea vers son arme, mais s'arrêta lorsque Jake s'interposa pour protéger Margaret. Les deux hommes se regardèrent dans les yeux, des années d'animosité crépitant entre eux. Je n'ai pas à répondre à un prédicateur au sang-froid, grogna Carver. Non, mais vous répondrez à moi, dit sévèrement le juge Carlton. Shérif, je veux que M. Carver soit détenu pour interrogatoire, ainsi que M. Hicks. Je recommanderai une enquête approfondie sur votre enquête. Quant à l'affaire en cours, il regarda Margaret. Madame Sullivan, avez-vous reçu votre paiement? Les mains tremblantes, Margaret sortit la bourse. Chaque dollar, votre honneur. Alors la banque doit l'accepter. La question des limites nécessitera une enquête plus approfondie. Mais jusqu'à ce que la fraude puisse être prouvée dans un sens ou dans l'autre, le statu quo est maintenu. Le ranch Sullivan reste la propriété de Madame Sullivan. Le marteau tomba avec autorité. Dalton sortit en trombe, suivi de ses avocats. Carver dut être escorté dehors par le shérif, mais pas avant d'avoir lancé à Jake un regard qui promettait la violence. Alors que les gens sortaient, beaucoup s'arrêtèrent pour serrer la main de Margaret ou lui faire un signe de tête respectueux. Le vent n'avait pas complètement tourné, mais les tactiques musclées de Dalton avaient fait pencher la balance en sa faveur. Dehors, sous le soleil froid, Margaret s'effondra contre Jake. « On a réussi. On a vraiment réussi. »« C'est toi qui as réussi. » corrigea Jake en passant son bras autour d'elle. « Toi et tes voisins qui n'avaient pas laissé un tyran gagner. » Samuel tira sur leur manteau. « Ça veut dire qu'on peut garder notre maison? »« Oui, mon petit garçon, » répondit Margaret en le prenant dans ses bras. « On peut garder notre maison et Jake peut rester pour toujours. » Samuel insista. Jake croisa le regard de Margaret par-dessus la tête du garçon. « Si ta maman m'accepte pour toujours, » confirma Margaret, sans se soucier des regards lorsque Jake l'embrassa là, sur les marches du palais de justice. Ils avaient remporté cette bataille. Mais alors qu'ils rentraient chez eux par cet après-midi d'hiver, Margaret savait que la guerre n'était pas terminée. Dalton n'abandonnerait pas facilement, et Carver voudrait se venger. Mais pour l'instant, ils avaient leur terre. Ils savaient l'un l'autre, et ils avaient prouvé que parfois, la justice pouvait l'emporter sur l'argent et le pouvoir. Parfois, l'amour et la détermination suffisaient. Le printemps arriva comme un miracle sur cette terre frappée par la sécheresse.
Les premières pousses vertes percèrent la neige fondante en mars, et en avril, la prairie était recouverte de fleurs sauvages, de lupins bleus, de renoncules jaunes et de rosées des prairies d'un rose délicat. Clear Creek coulait à flot, ses eaux chantant sur les pierres qui avaient causé tant de conflits. Margaret se tenait sous le porche de la grange nouvellement reconstruite, regardant Jake et Samuel travailler avec un jeune anon. Le bâtiment était plus petit que l'original, mais solide, construit avec l'aide des voisins qui s'étaient mobilisés autour d'eux après le procès. L'odeur douce du bois fraîchement coupé se mêlait à celle, terreuse, de la pluie printanière. Doucement, murmura Jake à l'anon, ses mains douces mais fermes. Samuel imita ses mouvements, et le cœur de Margaret se gonfla en regardant son fils apprendre auprès de l'homme qui était devenu son père à tous égards sauf légalement. Cela allait changer demain. Le pasteur Williams avait accepté de célébrer la cérémonie. Sa conscience était apparemment apaisée par son témoignage au procès. Ce ne serait pas une grande cérémonie, juste la famille et les quelques amis qui les avaient soutenus pendant les moments difficiles. Mais ce serait réel et vrai, et c'était tout ce qui comptait. Margaret appela Mary Patterson depuis la cour où elle aidait à disposer des tables pour la fête du lendemain. « Où veux-tu que je mette les fleurs? »« N'importe où, Mary, » répondit Margaret en souriant devant l'agitation de son amie après des mois d'isolement. Avoir à nouveau des amis lui donnait l'impression de vivre un autre printemps. Alors qu'elle se retournait pour rentrer, un mouvement à l'horizon attira son attention. Un cavalier solitaire qui avançait rapidement. Sa main se posa instinctivement sur le fusil près de la porte. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais alors que le cavalier se rapprochait, elle reconnut le shérif Thompson. « Madame Sullivan, dit-il en soulevant son chapeau alors qu'il arrivait au galop, je pensais que vous deviez savoir. Bill Carver s'est évadé de prison hier soir. Il a tué un adjoint en le faisant. » Margaret sentit son sang se glacer. Jake les avait déjà rejoints. Samuel était en sécurité derrière lui. « Savez-vous où il est allé? » demanda Jake. « Les traces mènent vers le nord, en direction des montagnes. » Mais l'expression du shérif était sombre. Un homme comme Carver ne s'enfuit pas sans régler ses comptes au préalable. À votre place, je posterai une garde. Après son départ, Margaret trouva Jake en train de vérifier ses armes avec une précision méthodique. Peut-être devrions-nous reporter. Non. La voix de Jake était ferme. Nous avons mis nos vies entre parenthèses assez longtemps à cause d'hommes comme Carver. Demain, nous nous marierons comme prévu. Mais cette nuit, je monterai la garde. Margaret lui caressa le visage. Pas tout seul. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis ensemble sous le porche, veillant, Jake lui en dit plus sur son passé avec Carver. La femme de Dodge City était la fille préférée de Carver dans le saloon. Elle avait à peine 17 ans et était terrifiée par lui. L'intervention de Jake avait coûté cher à Carver. La fille avait témoigné contre lui pour d'autres crimes, le envoyant en prison pour 2 ans. « Il m'a reproché tout ce qui a mal tourné dans sa vie après ça, » dit Jake doucement. Il a perdu son poste chez les chemins de fer. Ses relations l'ont conduit à travailler comme tueur à gages pour des hommes comme Dalton. Et maintenant, il a encore perdu à cause de nous. Margaret dit, à cause de ses propres choix. Jake la corrigea. Les hommes comme Carver n'ont jamais compris qu'ils sont les seuls responsables de leur malheur. La nuit s'écoula paisiblement, et l'aube apporta le jour du mariage de Margaret dans une gloire dorée et rose. Elle portait la robe de mariée de sa mère, soigneusement retouchée et repassée par Mary Patterson. Elle était démodée, mais magnifique, en soie ivoire avec de minuscules boutons en perles dans le dos. « Tu es très jolie, maman, » dit Samuel solennellement, vêtu de ses nouveaux habits, offerts par les Johansson. « Magnifique, » corrigea Jake depuis l'embrasure de la porte, et le regard qu'il lui lança fit rougir Margaret comme une jeune fille. La cérémonie se déroula dans le jardin, sous une tonnelle de branches printanières. Henrik Johansson conduisit Margaret à l'hôtel, le visage buriné illuminé par l'émotion. Mary Patterson fut témoin, et Samuel porta les alliances, de simples anneaux en or que Jake avait commandés à Denver. « Cher fidèle » commença le pasteur Williams, mais Margaret entendit à peine ces mots familiers. Tout ce qu'elle voyait, c'était le visage de Jake, l'amour et la promesse dans ses yeux, la façon dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prit les siennes. « Moi, Jake Ryland, je te prends, Margaret Sullivan, pour épouse légitime pour t'aimer et te chérir, dans la maladie et dans la santé, dans la disette et dans l'abondance, dans la tempête et sous le soleil, jusqu'à ce que la mort nous sépare.
La voix de Margaret était forte et claire lorsqu'elle répéta ses propres vœux, ajoutant « Et je promets de me tenir à tes côtés contre tous ceux qui voudraient nuire à notre famille, de construire avec toi une vie digne des sacrifices consentis pour conserver cette terre, et de t'aimer de tout mon être pour toujours. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser de Jake était tendre, plein de promesses, et le petit groupe éclata en acclamations. Samuel enlaça leurs jambes, et Jake le souleva pour qu'ils puissent se tenir debout tous les trois ensemble. Une famille, enfin. La célébration était simple mais joyeuse. Les tables ployaient sous le poids de la nourriture. Les voisins avaient apporté du poulet frit, du pain frais, des légumes primeurs de leur potager et 3 sortes de tartes différentes. Quelqu'un avait apporté un violon et bientôt, la musique emplit l'air. « Dansez avec moi, Madame Reland, » dit Jake. Et Margaret se jeta dans ses bras avec un sourire qui semblait trop grand pour son visage. Cela semble étrange, admit-elle alors qu'il se déplaçait au rythme de la musique. Étrange dans le bon sens, le meilleur sens. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de couleurs orange et violette éclatantes, Margaret remarqua que Jake était tendu. Ses yeux suivaient quelque chose au-delà de la fête, et elle suivit son regard pour voir une silhouette à cheval à la limite de la propriété. Dalton. Il resta assis là pendant un long moment, observant la fête, puis se retourna lentement et s'éloigna. Ce n'était pas une capitulation. Margaret le savait, juste une reconnaissance que cette bataille était terminée. Il y aurait d'autres combats, d'autres défis. Les hommes comme Dalton n'abandonnaient pas facilement. Mais en regardant ses voisins rire et danser, Samuel jouer avec les autres enfants, la forte présence de Jake à ses côtés, elle savait qu'ils étaient prêts pour tout ce qui allait suivre. « Tu n'as aucun regret ?» demanda Jake doucement, suivant ses pensées comme il le faisait si souvent. « Aucun, » répondit Margaret fermement. « Nous avons mérité ce bonheur. » Comme pour prouver son propos, la brise du soir apportait l'odeur de la pluie. Une vraie pluie, pas seulement une averse printanière. La sécheresse touchait enfin à sa fin et avec elle, le chapitre le plus difficile de leur vie. Plus tard, alors que les invités étaient partis et que Samuel dormait paisiblement dans son lit, Margaret et Jake se tenaient ensemble sous leur porche, regardant les éclairs danser à l'horizon. « Une tempête approche, » observa Jake. « Qu'elle vienne, » répondit Margaret en se blottissant contre lui. « Nous avons survécu à pire. » Il la tourna vers lui, posant doucement ses mains sur ses épaules. « C'est vrai, et nous survivrons à tout ce qui nous attend encore, ensemble. Ensemble. » Margaret acquiesça et scella cette promesse d'un baiser. Le lendemain matin, ce n'est pas la vengeance de Carver qui arriva, mais la nouvelle qu'il avait été arrêté alors qu'il tentait de braquer une banque dans le Colorado. L'adjoint qui l'avait blessé avait survécu, et Carver serait pendu pour ses crimes. La menace qui pesait sur eux avait disparu, balayée comme des herbes folles par le vent. George Dalton fit une nouvelle tentative pour acheter le ranch, offrant le triple de son prix initial. Margaret prit un malin plaisir à lui opposer un refus catégorique, Jake se tenant fermement à ses côtés. Dalton partit sans un mot, et bien qu'il restât leur voisin, il ne les importuna plus jamais directement. Le ranch prospéra sous la gestion conjointe de Jake et Margaret. Le bétail devint gras et en bonne santé. Les chevaux se multiplièrent et ils reconstruisirent même le poulailler, plus grand et plus beau qu'avant. Samuel grandit et devint fort, apprenant de Jake à lancer le lasso et à monter à cheval, et de Margaret à lire le terrain et le temps lors de leur premier anniversaire. Alors qu'ils étaient assis à regarder un autre coucher de soleil spectaculaire peindre le ciel, Jake attira Margaret vers lui et lui murmura les mots qui avaient autrefois semblé scandaleux, mais qui lui paraissaient désormais comme une simple vérité. « Je donnerais encore 10 troupeaux pour passer une nuit avec toi. » Margaret rit, et son rire résonna à travers les terres qu'ils avaient eu tant de mal à conserver. « Heureusement, tu n'as pas à le faire. Tu m'as pour toutes les nuits. Pour toujours. Pour toujours. » Jake acquiesça et l'embrassa alors que les premières étoiles apparaissaient dans le vaste ciel texan. Ils avaient commencé par la perte et la solitude, avaient affronté la sécheresse, la cupidité et la violence. Mais au final, l'amour avait triomphé. Pas l'amour facile des contes de fées, mais l'amour difficile forgé par la lutte et le sacrifice. Tempéré par la confiance et le respect mutuel,
La veuve et le vagabond avaient trouvé l'un dans l'autre ce qu'aucun des deux n'avait osé espérer. Une seconde chance de bonheur, une famille reconstruite à partir des cendres et un avenir prometteur sous le ciel infini de l'Ouest. Et si parfois les bonnes gens de Cedar Ridge chuchotaient encore à propos du scandale qui avait marqué le début de leur histoire, Margaret et Jake étaient trop occupés à vivre leur vie pour s'en soucier. Ils savaient l'un l'autre. Ils avaient Samuel et ils avaient leur terre. C'était plus que suffisant. C'était tout. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire d'amour du Far West. J'espère que le parcours de Margaret et Jake vous a touché autant qu'il m'a touché lorsque je l'ai partagé. Où écoutez-vous cette histoire? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir si vous l'appréciez depuis un ranch au Texas, un appartement en ville ou un endroit complètement inattendu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne From Wild West pour découvrir d'autres récits authentiques sur l'amour, le courage et l'aventure dans le Far West. Partagez vos impressions sur l'histoire de Margaret et Jake. Avez-vous un moment préféré? Échangeons dans les commentaires ci-dessous.